Le fait marquant du jour, c'est le gouvernement qui lance sa réforme de la SNCF. Premier rendez-vous avec la direction et les syndicats. C'est une bataille qui s'annonce, vous l'entendrez. On ne sait pas encore quand elle posera le pied sur le sol français, mais ce qui est certain, c'est qu'elle sera arrêtée. Une djihadiste française de 27 ans va être expulsée d'Irak. Elle avait rejoint l'État islamique avec son mari il y a 3 ans. L'actualité de cette journée, c'est aussi le ton ferme d'Édouard Philippe sur le droit d'asile, alors que le gouvernement présentera son projet de loi dans 2 jours. Le nombre de loups en France qui devrait augmenter de 40% d'ici la fin du quinquennat. Et puis l'entraîneur Marcelo Bielsa qui n'a pas du tout digéré son licenciement par le LOSC. Il attaque le club lillois en justice et veut le faire placer en redressement judiciaire. La réforme de la SNCF, on y revient juste après ce journal avec notre invité, le président de la Fédération des usagers des transports. À suivre aussi dans Europe Nuit, la météo avec Christine Peña, la bourse avec Didier Hameau de boursier.com et puis la belle entreprise. Chaque soir, un entrepreneur nous présente son projet. Aujourd'hui, ce sera Maxime Lemers, fondateur d'Ulysse, entreprise spécialisée dans la confection de vêtements bleus pour hommes. Europe Nuit. C'est une réforme potentiellement explosive et les premiers échanges avec le gouvernement donnent le ton. Le match est ouvert, ont déclaré les responsables syndicaux de la SNCF à leur sortie du ministère des Transports cet après-midi. Le gouvernement s'apprête à lancer la refonte du système ferroviaire français. Les pistes de travail du rapport Spinetta, remis il y a 4 jours, avaient suscité une levée de boucliers chez les cheminots. Et bien pour Laurent Brun, secrétaire général de la CGT cheminots, l'entrevue avec la ministre des Transports tout à l'heure n'a pas dissipé les inquiétudes. Toutes nos craintes sont confirmées et donc même si la ministre s'en défend, pour nous c'est une logique de casse du service public. Voilà, pas de surprise énorme. Le calendrier des réformes devrait être annoncé par le Premier ministre. Et puis, ma foi, nous continuons à appeler les cheminots à la mobilisation pour le 22 et à nous préparer pour défendre le service public ferroviaire et la situation sociale des cheminots. Le simple fait que le Premier ministre ne reçoive pas organisation syndicale et qu'il délègue ça à la ministre des Transports alors qu'il reçoit les associations d'usagers et les élus régionaux, nous laisse penser que peut-être il a peu d'intérêt, on va dire, pour l'avis des organisations syndicales et donc il s'apprête à passer en force et qu'il essaye probablement de négocier et de calmer les craintes et des usagers et des élus politiques. Laurent Brun, secrétaire général de la CGT Cheminots, il répondait à Aurélien Fleureau. La CGT Cheminots qui appelle donc à la grève le 22 mars prochain. On va revenir sur cette réforme juste après ce journal avec notre invité, le président de la Fédération des usagers des transports, Jean-Claude Delarue. C'est l'autre grand titre à la une ce soir, le retour en France dans les jours qui viennent d'une djihadiste française expulsée d'Irak. Mélina Bouguedir va être libérée par la Cour pénale centrale de Bagdad après 7 mois passés en prison pour entrée illégale dans le pays. Sébastien Krebs, cette femme de 27 ans, avait rejoint l'État islamique en 2015 avec son mari et elle a été arrêtée par l'armée irakienne en juillet dernier à Mossoul, l'ancien bastion djihadiste dans le nord du pays. Oui, elle se terrait dans une cave sous les bombes quand elle a été trouvée par les soldats, seule avec dans les bras ses 4 enfants extrêmement affaiblis, un nourrisson de 5 mois, 2 petites filles de 3 et 8 ans et un garçon de 5 ans. Alors devant les juges avec son fils le plus jeune dans les bras aujourd'hui, les autres ayant depuis été rapatriés en France et placés. Elle a expliqué que depuis son arrivée en 2015, elle était une simple mère au foyer, qu'elle n'a jamais participé au combat, que son mari, qui lui a été tué, n'était qu'un cuisinier pour Daesh. Elle risquait la peine de mort et elle écope finalement d'une condamnation extrêmement clémente puisqu'au même moment, une Allemande de 17 ans a pris 5 ans de prison et plusieurs autres ont été condamnés à mort ces dernières semaines. En fait, elle n'a été reconnue coupable que d'être entrée illégalement en Irak. 7 mois de prison, elle les a déjà purgés. Elle va donc être expulsée vers la France. Et que risque-t-elle à son retour dans l'Hexagone, Sébastien ? Alors elle va être arrêtée dès son arrivée puisqu'elle est visée par un mandat de recherche délivré par la justice française. Elle va être entendue par la DGSI, les services de renseignement, puis présentée à un juge d'instruction puisqu'une information judiciaire est ouverte à son encontre pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Elle sera probablement mise en examen et incarcérée. Son dernier enfant a moins de 2 ans, donc le juge peut l'autoriser à le garder avec elle en prison, auquel cas elle pourrait faire sa détention provisoire dans le quartier mère-enfant de Fleury-Mérogis, dans un quartier spécialisé où une demi-douzaine de femmes sont déjà incarcérés dans des dossiers similaires de terrorisme islamiste. Les précisions de Sébastien Krebs pour Europe 1. Au volet judiciaire, Tariq Ramadan reste en prison. Les experts médicaux jugent que son état de santé le permet. L'islamologue se dit atteint de la sclérose en plaques. Il est en détention préventive en détention provisoire à la prison de Fleury-Mérogis, mis en examen dans une enquête pour viol depuis le début du mois. La politique, et ce sera l'autre grand dossier de la semaine pour le gouvernement après la SNCF, le projet de loi Asile et Immigration qui
sera présenté mercredi en Conseil des ministres. Alors qu'au sein même de la majorité, certains députés dénoncent un texte trop répressif. Cet après-midi, le Premier ministre Édouard Philippe a joué la carte de l'humanisme. En déplacement à Lyon, il a dévoilé les conclusions d'un rapport parlementaire sur l'accueil des réfugiés et promet de s'inspirer de ces conclusions, notamment faciliter les démarches pour pouvoir travailler et apprendre le français. Mais au-delà de ce rapport, Édouard Philippe a surtout défendu une nouvelle fois son futur projet de loi musclé. Alors je sais que cette ligne peut susciter des critiques. Et après tout, dans une démocratie, le fait que des critiques soient formulées est sain. Mais dans ce cadre, je veux dire que nous présentons un texte solide et équilibré. Ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas encore l'enrichir, le préciser ou l'améliorer. C'est d'ailleurs le rôle du débat parlementaire qui va s'ouvrir. Mais au fond, ce débat sur l'intégration et sur la politique migratoire, ce sont les deux faces d'une même question. Sommes-nous suffisamment sûrs de notre bon droit, c'est-à-dire sûrs de ce que notre droit est la juste traduction de nos valeurs, pour pouvoir reconduire sans faiblesse? Sommes-nous aussi suffisamment sûrs de ce que nous sommes, de nos valeurs, de nos forces, pour pouvoir accueillir sans crainte? Sous l'autorité du président de la République, avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, nous traçons une ligne qui refuse tout aussi bien la peur que l'angélisme. Le Premier ministre Édouard Philippe avec Virginie Riva pour Europe 1. Simone Veil entrera au Panthéon le 1er juillet prochain. L'Élysée confirme la date ce soir. L'ancienne ministre de la Santé, présidente du Parlement européen, rescapée de la Shoah, sera la 5e femme seulement à reposer dans ce temple des grands personnages de la République. Elle y entrera comme prévu en compagnie de son époux, décédé en 2013. Europe 1. La suite du journal. Théo Manval. Cela en fait déjà hurler certains. Le gouvernement veut augmenter le nombre de loups dans l'Hexagone. Selon le plan national publié cet après-midi, l'objectif est d'arriver à une population de 500 loups d'ici 2022 contre 360 aujourd'hui. Mais le texte prévoit aussi de faciliter les tirs de défense pour les éleveurs en cas d'approche du troupeau. Lors d'Autriche, en voulant satisfaire tout le monde, eh bien finalement l'exécutif ne satisfait personne. Exactement, ni les éleveurs, ni les défenseurs de la vie sauvage. Selon ce nouveau plan, 40 loups pourront être abattus cette année en cas d'attaque. C'est le même nombre que l'année dernière, pas suffisant pour beaucoup d'éleveurs. Et après la perte d'une ou plusieurs brebis, les agriculteurs ne seront indemnisés que s'ils ont mis en place des mesures de protection des troupeaux. Une décision inacceptable pour Patrick Bénézy de la FNSEA, joint par Marie-Jeanne Delepol. Conditionner les indemnisations en cas d'attaque, où vous avez des fois 50, 100 brebis dévorées, au fait d'avoir ou pas protégé son troupeau, c'est très très choquant parce que les troupeaux sont en pleine liberté, en plein milieu des montagnes, c'est quand même la raison d'être du pastoralisme. La conséquence de cette mesure, c'est que nous aurons de plus en plus de troupeaux qui seront confinés et les montagnes seront de moins en moins pâturées. Le gouvernement veut passer, vous le disiez, d'une population de 360 loups aujourd'hui à 500 à la fin du quinquennat pour préserver l'espèce, mais cela ne satisfait pas non plus les défenseurs de l'environnement comme Marc Giraud de l'association de protection des animaux sauvages. En Italie, il y en a 1500, en Espagne, il y en a 2500. Ça se passe très différemment ailleurs. On n'est pas content du tout. 500 loups, c'est rien du tout, c'est une poignée. On a des espaces formidables, mais aucun n'est consacré à la nature. C'est-à-dire que même dans les parcs nationaux, même dans ces espaces-là, c'est l'agriculture qui prime. Et le plan loup prévoit aussi un renforcement des mesures pour aider les éleveurs à se protéger avec des clôtures plus hautes ou des chiens de protection. Par exemple. Merci Lord d'Autriche. Dans le reste de l'actualité à l'étranger, le président américain Donald Trump fait savoir qu'il soutient le renforcement du contrôle des antécédents pour les acheteurs d'armes à feu. Après la fusillade qui a fait 17 morts mercredi dernier dans un lycée de Floride, le tueur âgé de 19 ans avait pu acheter légalement un fusil semi-automatique malgré des signalements pour comportement violent. En Syrie, près de 80 civils dont 20 enfants ont été tués aujourd'hui dans les bombardements massifs menés par le régime sur l'enclave rebelle de la Ghouta orientale près de Damas. Les forces de Bachar el-Assad semblent se préparer à donner l'assaut contre cette région qui est aux mains de l'opposition depuis 2012. On en vient au sport à 22h09 sur Europe 1 et quand le litige avec un ex-entraîneur menace la survie d'un club de foot, le coach argentin Marcelo Bielsa assigne le LOSC devant le tribunal de commerce de Lille. Il demande à ce que son ancien club, qu'il a limogé pour mauvais résultats, soit placé en redressement judiciaire et ce pour pouvoir assurer le paiement de millions d'euros d'indemnité qu'il réclame. Lionel Gougelot, vous avez suivi l'audience pour Europe 1. Il va falloir nous expliquer parce que c'est une situation qui est quand même assez spéciale.
En fait, pour expliquer leur procédure, les avocats de Marcelo Bielsa affirment qu'ils n'ont aucune confiance en la solidité financière du LOSC et ses millions d'euros d'endettement. Alors, pour être sûr de toucher les 18 millions que l'ex-entraîneur réclame au LOSC comme indemnité de licenciement, eh bien, ils ont demandé la mise en redressement judiciaire du club afin de garantir leurs créances. C'est ce qu'a expliqué cet après-midi Benjamin Cabagno, l'avocat de Marcelo Bielsa. Aujourd'hui, on veut discuter, on vous dit non. On vous fait passer devant les tribunaux pour le méchant qui veut manipuler, qui veut faire ci, qui veut faire ça, qui on ose dire que c'est Monsieur Bielsa qui est responsable de la chute du LOSC. Mais attendez, vous rigolez ou quoi? Monsieur Bielsa, il est victime de cette situation. Et c'est ça le redressement judiciaire. C'est que lorsque vous êtes au point où malheureusement des créances ne peuvent pas être payées, on demande au tribunal d'intervenir. C'est tout. Sauf que le procureur a expressément rejeté la demande de Marcelo Bielsa parce que le LOSC n'est pas en cessation de paiement. Et selon Bertrand Van Beek, son avocat, la démarche de Bielsa n'est rien d'autre qu'une manœuvre pour soutirer de l'argent au club lillois. Vous avez 128 salariés qui sont tenus en suspens par la démarche égoïste d'un homme qui prend tout le monde en otage en assignant devant le tribunal de commerce alors qu'il n'a rien dans son dossier. Donc c'en est assez des affirmations de Monsieur Bielsa qui n'ont qu'un seul but, faire pression pour obtenir à l'amiable ce qu'il ne parvient pas à obtenir devant les juridictions. Alors le tribunal de commerce rendra sa décision le 5 mars. Ensuite viendront les prud'hommes pour statuer effectivement sur le contrat de Marcelo Bielsa. Ce qui est sûr, c'est que la guerre de tranchées judiciaires entre le LOSC et El Loco est loin d'être terminée. Merci Lionel Gougelot, tribunal de commerce de Lille pour Europe 1. Sur les pistes à Pyeongchang, la journée n'a pas été des plus brillantes pour les athlètes français au JO d'hiver. Après les péripéties de costumes pour les patineurs Guillaume Cizeron et Gabriela Papadakis, dont la robe décousue a laissé apercevoir la poitrine. Cyril de la Morinerie, les Bleus ont connu aujourd'hui blessures et sanctions disciplinaires. Ah oui, une bien triste journée qui a débuté par l'exclusion de Mathieu Fèvre, le skieur d'Isola 2000 qui a tenu des propos peu amènes à l'égard des tricolores, a été prié de quitter la Corée du Sud. Interrogé après le géant au peintureau médaillé de bronze et ses coéquipiers avaient réalisé de bons résultats, il a déclaré qu'il était ici pour sa pomme. Et puis il y a eu surtout le forfait de la doyenne de l'équipe de France, Ophélie David, 41 ans. Elle s'est gravement blessée au genou. C'était aujourd'hui à l'entraînement en ski cross. La Française espérait décrocher enfin pour ses 3e JO une médaille olympique. Heureusement, une éclaircie est venue du ski halfpipe avec Marie Martineau, médaillée d'argent des Jeux de Sochi, qui s'est qualifiée sans difficulté pour la phase finale prévue demain. Certainement que les gens ont de l'attente, mais moi je me mets pas de pression, j'attends rien de moi à part ce qui est bien comme je sais le faire. Donc voilà, après c'est une course, il y aura des faits de course, il y aura des choses qui vont se passer en bien, en mal, c'est comme ça. Voilà, et on pourra compter également demain sur les patineurs Papadakis Cizeron, 2e à l'issue du programme court de danse sur glace, mais aussi sur les biathlètes français engagés dans le relais mixte, pour redonner de l'allant au clan tricolore. Et on suivra cette journée avec vous. Merci Cyril de la Morinerie, envoyé spécial d'Europe 1 à Pyeongchang. Tout de suite la météo. La météo avec Omiris, alarme et télésurveillance. Omiris au 3036. Omiris, un service opéré par EPS agréé CNAPS. Christine Peña, toujours du mauvais temps demain avec les Landes qui sont en vigilance orange inondation et 4 départements des Pyrénées en alerte pour les avalanches. Effectivement, encore du mauvais temps sur les 3/4 du pays et de la neige en montagne. Alors sur le massif central, ça va tomber à partir de 800 mètres d'altitude. Et sur les Pyrénées, c'est là où le manteau neigeux est très instable, d'autant que les cumuls seront très importants demain. À partir de 1800 mètres, ils vont tomber. On devrait dépasser les 1 mètre de neige rien que pour la journée de demain. Donc prudence. Dès le matin, sur les régions du Grand Est, là, il y aura de très belles trouées. Et vous allez garder un temps assez agréable toute la journée. Également en région PACA et en Occitanie, avec du vent qui va souffler à 70 voire 90 km/h, avec un bémol sur la Côte d'Azur et la Corse où là des averses sont possibles. Et puis l'après-midi, le ciel s'éclaircit en Bretagne. C'est l'accalmie qui arrive pour les prochains jours. Pour demain, les températures, il fera jusqu'à 6 degrés l'après-midi à Aurillac, à Dijon, à Lons-le-Saunier, Lille et Strasbourg, 7 degrés pour Paris et Chambéry, 8 degrés à Lyon, 10 degrés à Brive-la-Gaillarde comme à Tours, 11 degrés pour Toulouse, Brest et Bastia, 12 degrés à Carcassonne et 14 à Nîmes et Montpellier. Merci Christine Peña.